Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux 10 innovations incontournables à intégrer dans un centre de contact en 2023 ou en 2024. Alors, je me présente, je suis Frédéric Canevette, donc je serai votre animateur pour ce webinaire. Je suis Product Manager Bot chez Eloquent et également en charge de certains projets digitaux. Alors, j'ai parlé d'Eloquent, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est Eloquent. Eloquent est un éditeur de logiciels de centre de contact et de feedback management, c'est-à-dire qu'on a deux grands métiers. Notre premier métier qui est tout simplement les solutions de centre de contact omnicanal, donc c'est-à-dire le téléphone, le chat, le mail, la visio, etc., etc. On a bien sûr des intégrations natives avec différents CRM et systèmes d'information, que ce soit du Salesforce, du Microsoft Dynamics, etc., etc. On propose également des solutions de chatbot, callbot et des outils d'analyse sémantique. Donc ça, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, en fait, ce sont tout ce qui est enquête de satisfaction, système d'enquête d'études, donc multicanal, encore une fois, on parlera d'email, on parlera de téléphone, en téléphone en post-appel, on parlera de pop-in web, on parlera de SMS, etc., etc. Et avec nos outils d'analyse sémantique, on va également permettre de faire du monitoring du parcours client. On peut également aller jusqu'à la publication des avis et bien sûr les enquêtes collaborateurs. Donc ça, c'est notre périmètre fonctionnel global et on peut acheter aussi bien l'un des modules, le module centre de contact, ou alors le module feedback, donc enquête collaborateur client, ou alors prendre les deux et c'est là qu'on a vraiment toute la puissance de la relation client. Alors, là, je vous ai présenté donc ce que fait Eloquent. Si on revient en fait sur nous, donc on est expert européen de la relation client. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a 3 sites en Europe. On est plus de 100 collaborateurs, 120 là actuellement. Et on gère près de 450 millions d'interactions, c'est-à-dire appels, emails, etc. chaque année avec de très gros clients. Comme par exemple, si vous faites livrer chez Maison du Monde ou chez d'autres personnes, on a Geodis par exemple en client et en enquête de satisfaction. Si vous allez visiter une boutique SFR, si vous êtes client en Bouygues Télécom Entreprise, etc., etc., et ben en fait, on gère en fait leur système d'enquête de satisfaction. On est certifié ISO 27001 et 27701, ce qui garantit la qualité et la sécurité des données. Et en plus, on est hébergé en France. Donc, on a plus de 300 clients, à la fois des grandes entreprises, mais également des entreprises de taille un peu plus modeste. Voilà, donc là, c'était pour la partie présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer dans le vif du sujet et de voir ensemble ce qu'attendent les clients. Parce qu'en fait, faire de l'innovation pour l'innovation, ça ne sert à rien. Ce que nous, on cherche à faire chez Eloquent, c'est l'innovation utile. L'innovation utile, c'est quelque chose qui va vraiment répondre à un besoin particulier. Pour cela, en fait, j'ai essayé de rassembler quelques informations sur les attentes des clients. Parce que si on va faire des évolutions dans un centre de contact, c'est pas pour rien, c'est pour répondre à leurs attentes. Alors, il y a une première bonne nouvelle, c'est tout simplement que les attentes des clients qui étaient en augmentation sans cesse depuis des années, on se rend compte, grâce à l'étude qui a été réalisée par Élu Service Client de l'année, que les exigences des clients sont légèrement en retrait. Alors, je vous ai mis ici les différents canaux. Je vous laisserai bien sûr consulter la présentation pour avoir le détail des chiffres. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que cette année, enfin, par rapport à l'étude de 2022, les 59% des clients attendaient en fait une réponse au téléphone en moins de 2 minutes, alors que c'était 50% en 2019. Donc en fait, on voit que les gens sont un peu moins exigeants. Pareil, sur tout ce qui est chat, en fait, il y avait 66% des gens qui exigeaient une réponse en moins d'une minute. Maintenant, ils sont uniquement à 54%. Pour les réseaux sociaux, en revanche, là, en fait, on est toujours un petit peu dans cette demande d'immédiateté, mais qui s'est un petit peu restreinte aussi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Élu Service Client de l'année compare les résultats, donc les attentes des clients, par rapport aux résultats réels. Et par exemple, lorsque sur ces clients, eux, qui sont quand même des gens qui ont fait Élu Service Client de l'année, donc qui sont plutôt d'un assez bon niveau, en fait, quand les gens demandent 2 minutes d'attente au téléphone, chez les personnes qui font Élu Service Client de l'année, le temps d'attente au téléphone est à peu près d'une minute 09. Sur le chat, les gens demandent 1 minute et dans la réalité, c'est 33 secondes. Donc c'est assez intéressant, c'est que d'une part, il y a quand même plus de maturité au niveau des clients sur les canaux. Alors, je pense que maintenant, les clients, on savent également quels sont les délais. On sait que par email, généralement, on a une réponse en 24 heures maximum. On sait que par téléphone, c'est 1 ou 2 minutes. On sait que par le chat, c'est 30 secondes. Donc les gens, selon l'urgence en fait de leur demande, ils sont capables de choisir les meilleurs canaux.
Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est bien sûr de mesurer, vos performances par rapport à ces standards du marché. Donc je ne sais pas si dans le chat, hein, il y a quelques personnes qui peuvent nous dire si, vous êtes, en conforme en fait, à ces exigences clients. Est-ce que vous répondez bien à ces, 2 minutes maximum, d'attente qui sont demandées par la majorité des clients? Donc ça peut être intéressant de savoir où vous vous situez. Donc si vous êtes bien sûr, en dessous des standards, voilà, vous n'aurez pas forcément à faire d'innovation là-dessus. Par contre, si vous êtes, au-dessus, bah, peut-être qu'il faut se poser des questions sur, par exemple, la mise en place d'une solution de centre de contact, ou alors des outils, bah, qui permettent justement d'aller, traiter plus rapidement les demandes. Alors, j'ai également aussi mis une petite étude qui vient de l'AMARC, l'Association du management pour le management de la réclamation, qui indique que la gestion des réclamations s'accélère aussi. 65 des réclamations sont gérées au premier contact et on voit bien aussi qu'il y a une accélération du temps de traitement des réclamations. On passe par exemple de 4 jours à 4,5 jours pour les réclamations qui viennent des réseaux sociaux, 4 jours au lieu de 5 jours, sur tout ce qui est réclamations qui ont été faites par téléphone. Donc on voit vraiment qu'il y a une accélération là-dessus. Donc là encore une fois, si vous n'êtes pas à ce niveau de qualité-là, ben, en fait, ben, c'est peut-être qu'il y a des efforts à faire sur ce sujet. Et en particulier, nous, on travaille beaucoup sur la gestion des réclamations, en particulier via les enquêtes de satisfaction, mettre en place des process et on aide en fait nos clients à accélérer ces process parce que ça permet de faire un effet waouh. Par exemple, on a un de nos clients, Bouygues Télécom Entreprise, dont en fait le record est de 13 minutes entre le moment où la personne a rempli une enquête de satisfaction en disant qu'elle n'était pas contente et le moment où elle est rappelée par le chef d'agence. Donc ça fait clairement la différence. Alors, je l'ai dit précédemment, c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, quelles sont les attentes des clients, est-ce qu'on est en phase avec ça ou on est en retrait? Et à ce moment-là, donc, il faut travailler sur ces sujets. Mais c'est également se dire que, en plus des canaux traditionnels, ben, il y a des nouveaux canaux qui émergent. Et là, en fait, je vous mets toujours une étude qui vient d'Élu Service Client de l'année et qui montre de manière vraiment très, très claire que ce n'est pas parce qu'il y a plus de canaux qu'il y a moins d'interaction. Au contraire, ben, on voit qu'on arrive à un empilement des canaux de communication et que le téléphone, même s'il est en légère baisse, ben, reste quand même le canal numéro un. Il n'a pas été supprimé avec les réseaux sociaux, le messaging, les chatbots, etc., etc. Au contraire, ben, il y a différents canaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ben, les clients sont de plus en plus exigeants sur les différents canaux qu'ils vont avoir. Donc, on l'a vu tout à l'heure au niveau des délais de réponse, mais également, bah, ils savent très bien que s'ils ont un problème urgent, eh ben, ils vont appeler au téléphone. Si c'est pas très urgent, c'est du mail. S'ils veulent se plaindre et qu'ils sont pas contents, eh ben, en fait, ils vont plutôt aller sur les réseaux sociaux. Donc, d'où l'importance, en fait, de gérer ces différents canaux. Et ces différents messages, de les intégrer, parce qu'en fait, les clients sont vraiment très demandeurs. Alors, gérer ces différents canaux, bah, ça nécessite certes de l'automatisation, mais également de savoir identifier et séparer le bon grain de livret. En fait, l'important, c'est de prioriser les interactions que l'on veut traiter par une personne ou alors qu'on le veut automatiser. Et en fait, ici, je vous présente 4 catégories d'interactions avec des traitements en fait qu'on va pouvoir effectuer, soit justement avec des innovations qui vont permettre de réduire, d'automatiser, soit au contraire, on va essayer de mettre de l'humain dans ces interactions. Alors, le premier niveau, c'est les interactions polluantes, c'est celles qu'il faut réduire, filtrer, supprimer. Donc, c'est les appels non destinés, les erreurs d'aiguillage, les demandes déjà effectuées. Typiquement, des demandes déjà effectuées, c'est d'avoir une solution de centre de contact omnicanal, bien entendu. Mais pour les appels non destinés, on a un cas avec un de nos clients qui est dans le domaine de l'énergie. Et donc, lui, en fait, il gère vraiment le réseau électrique. Et bah, en fait, il a souvent des appels téléphoniques de personnes qui leur demandent en fait des informations parce qu'ils ont un problème sur leur facture. Ça, c'est des appels qui sont polluants. Et justement, on a mis en place avec eux un voice bot, callbot, qui permet de filtrer ces demandes. Et quand on dit, bah, tiens, j'ai un problème avec ma facture, bah, on leur dit, bah, ça, bah, on n'est pas responsable des factures, contactez votre fournisseur d'énergie, blablabla. Voilà. Donc le deuxième point, c'est les interactions à faible valeur ajoutée ou de débordement. Là, en fait, ben, c'est des interactions à automatiser, par exemple de demandes de solde bancaire, de demandes de FAQ génériques. C'est par exemple des pics d'appels aussi qui arrivent régulièrement. On a des cas dans plusieurs secteurs d'activité, de l'énergie, les mutuelles, et avec la fameuse carte de mutuelle qu'on a chaque année. Bref, ces interactions-là qui sont simples, soit
sont automatisables parce qu'il y a trop d'appels, soit tout simplement parce que, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un humain pour, faire du clic-bouton. Au contraire, il y a les interactions à valeur ajoutée qu'il faut conserver et améliorer avec les agents. Et là, on va vraiment essayer de traiter ça de manière beaucoup plus qualitative et on va essayer de travailler sur l'engagement des collaborateurs. Et là, on va le voir ensemble au travers des innovations, comment on peut le faire. À la fin, bien sûr, les interactions génératrices de valeur ajoutée. Là, on va essayer de créer de l'émotion. C'est des appels proactifs, la relance des promoteurs, c'est du l'anti-churn, c'est essayer de créer de l'effet waouh. Et là, tout simplement, on va pouvoir utiliser différents outils qui vont permettre d'aller gérer ce niveau d'interaction. Alors, donc là, je vous ai parlé de ces différents types d'interactions. Donc, en fait, il y a une double injonction qu'on doit avoir en tant que responsable de centre de contact. D'un côté, essayer de mettre de l'humain, essayer de répondre aux attentes des clients, avoir des collaborateurs engagés, avoir un parcours client fluide. Et de l'autre côté, bien entendu, il va falloir maîtriser les coûts internes, parce qu'on ne peut pas mettre une personne qui répondra en moins de 30 secondes au centre de contact avec un agent. Parfois, on l'a vu précédemment, en fait, il vaut mieux passer par un bot, il vaut mieux faire du self-care et à plus long terme, là, on ne se passe pas même à l'horizon d'un an, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est anticiper les difficultés de recrutement, le coût de l'énergie qui est de plus en plus important et donc se dire comment, en fait, je vais réussir à associer à la fois une relation client humanisée et une relation client automatisée. Donc là, c'est le bon équilibre et justement pour cela, je vais vous présenter ces différentes innovations. Donc on va avoir ensemble 10 innovations. Les callbots, le chat GPT, le speech analytics, la reconnaissance vocale, le SVI visuel, le SVI, le paiement par téléphone en fait, tout ce qui est après, les systèmes d'accessibilité, multilingues, la visio assistance, le travail sur l'engagement des collaborateurs et bien entendu le web RTC qui est la téléphonie, par l'ordinateur. Voilà. Donc, je vous ferai un petit sondage tout à l'heure et je vous présenterai en fait les différentes innovations. Et vous pourrez me dire en fait laquelle vous intéresse le plus dans tous ces outils-là, parce qu'il y a pléthore d'outils, mais l'intérêt, c'est de choisir les innovations qui vont véritablement vous aider à améliorer votre relation client. Alors la première innovation que j'ai choisie et qui me tient souvent à cœur, ce sont les callbots, les nouveaux collègues des agents en centre de contact. En fait, le callbot, c'est simple. Les callbots, en fait, servent à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, les tâches récurrentes, à traiter les pics d'appel, à offrir un service minimum ou à valeur 24 heures sur 24. Par exemple, on a certains clients qui nous disent clairement, en fait, on est ouvert de 8 heures à 18 heures, 18h30 ou parfois 19 heures. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des urgences après? Dans le transport, il y a des gens qui veulent avoir des informations sur leur colis, et cetera, et cetera. Si on n'a pas un callbot, qu'est-ce qui se passe? En dehors des heures d'ouverture, rappelez-nous demain. On peut éventuellement prendre un message, et cetera, mais voilà, c'est tout. Donc l'intérêt, en fait, avec le callbot, c'est de traiter ces appels de manière automatique. Et en fait, comment on va faire? En fait, on va déterminer des cas d'usage, généralement 5 à 20% des appels qui peuvent être automatisés. Et on va essayer en fait de les entraîner, de voir si on peut les automatiser et les entraîner. Le callbot ensuite soit intégré soit en amont du SVI, c'est-à-dire qu'en fait, les gens au lieu d'appeler, dire taper 1, taper 2, taper 3, et ils vont arriver à un bot qui va leur dire: «Bon, voilà, quelle est votre demande?» Et à ce moment-là, tout simplement, la personne va dire en langage naturel: «J'ai un problème électrique, j'ai un problème avec mon compteur, je veux ma carte de mutuelle» et cetera, et cetera. Et en fait, on va soit l'orienter vers le bon service, soit en fait, tout simplement, on va, répondre à sa demande. Bien entendu, ça permet d'améliorer les réponses parce que dans un SVI, en fait, on est aveugle. Là, en fait, on va pouvoir voir ce que la personne dit. Est-ce que c'est compris, pas compris? Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes, intentions? Est-ce que c'est automatisable, pas automatisable, et cetera, et cetera. Je vous donne le cas avec un de nos clients. Un de nos clients, en fait, qui a mis en place un callbot. Donc, on a mis en place comme ça ce callbot. On a fait un suivi dans le temps pendant 3 mois et ensuite, durant cette période, on a mis, par exemple, en place, un envoi de SMS avec un lien pour aller, consulter des informations sur le site internet dans l'extranet. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, on s'est rendu compte que grâce à la mise en place du SMS qui est envoyé par le callbot, en fait, on a réussi à économiser à peu près 3 des appels. Donc, vu le coût, d'un SMS qui est, quelques centimes et le coût d'un appel, tout de suite, ça a été super intéressant. Donc quand doit-on mettre en place un callbot? En fait, c'est très simple. Dès qu'on a des pics d'appels, par exemple, je parlais des mutuelles avec,
les documents que l'on doit obtenir, la carte de mutuelle. Ça peut être également, par exemple, on a un client dans le domaine des assurances scolaires, et ben, en fait, tout simplement, il a des pics d'appels qui arrivent chaque année en septembre. Voilà, dans le domaine de l'énergie également. Donc, on a véritablement des intérêts à mettre en place dans ces différents secteurs d'activité-là, dès qu'en fait, on peut arriver à automatiser à peu près une centaine d'appels par jour. Voilà. Dès qu'on a des demandes simples ou des demandes, entre guillemets, ce que j'appelle le clic-bouton. Alors si vous voulez, aller un petit peu plus loin, j'ai fait une petite interview, de Tanguy Vincent qui est, responsable, de la relation client automatisée et des bots chez, AG2R La Mondiale. Donc vous pourrez le consulter, vous aurez, le lien de cette vidéo-là et il vous explique un petit peu comment mettre en place un callbot, un chatbot et comment, ben, ça peut servir, dans une entreprise pour, justement améliorer la relation client. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il est également animateur d'un podcast sur les bots. Je vous mets également ici un cas pratique en fait avec un client qui est dans le domaine de l'énergie. En fait, son problème en fait, c'est qu'il avait un SVI qui était assez restrictif. Les gens étaient, souvent, mal orientés ou alors ils essayaient absolument d'avoir un conseiller, pour des demandes à faible valeur ajoutée. Ils s'étaient perdus parfois dans les SVI entre les tapés 1, tapés 2, tapés 3. Ils se retrouvaient dans des branches et puis voilà. Ils avaient des appels routés, donc au mauvais service, des appels polluants, un traitement des appels qui était pas fait en 24/24 et donc en fait, ben, forcément, ils voulaient améliorer cette qualité de service. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la solution, d'analyse sémantique qui était utilisée pour leur chatbot sur la site internet. On a adapté en fait les réponses pour le vocal. On a utilisé le SVI actuel qu'on gérait et donc on a mis à certains points du SVI, donc par exemple, pas pour les appels pompiers, mais uniquement pour les appels plutôt, sur les compteurs électriques, et cetera. On a choisi les intentions sur lesquelles en fait les mettre. On a ajouté dans la grammaire personnalisée des termes sur l'énergie, Linky, et cetera. On a en fait essayé de gérer tout ce qui est des demandes urgentes, des demandes non urgentes et pouvoir comme ça, hop, directement transférer un agent, gérer tout ce qui est au volume de données, pic d'appel, lors d'intempéries, et cetera. Et en fait, là, ça a été un bot qui a été vraiment intéressant parce que là, on est vraiment dans un domaine où on fait du 24/7, on répond à toutes les demandes. Le bot, en fait, il est à 100% des appels en dehors des horaires d'ouverture et il gère à peu près une trentaine de pourcents des appels dans les heures classiques ouvrées. Donc, en fait, on a fait bien sûr des optimisations pour que ça soit directement traité par le bot. On fait de l'envoi de SMS, etc. Donc, ce qui permet en fait de gagner du temps et de soulager les agents sur les demandes à faible valeur ajoutée. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur à la fois les callbots, les chatbots ou les différentes innovations. J'essaierai d'y répondre d'ici à la fin du webinaire. Donc un autre point souvent qu'on me pose souvent, c'est ChatGPT, qu'en est-il? Puisqu'en fait, c'est vrai que je pense que la plupart d'entre vous l'ont testé, au quotidien pour, leur poser des petites questions, essayer de le coller et c'est vrai que le ChatGPT est quand même assez bluffant. Je pense que c'est une des plus belles innovations en termes de marketing et d'automatisation depuis au moins, 4-5 ans. Donc en fait, je voulais vous dire en fait quelles sont les limites et les avantages. Alors, tout d'abord en fait, le ChatGPT est vraiment extrêmement intéressant lorsque l'on veut résumer des informations, un compte rendu de rendez-vous, lui demander d'écrire des lettres, des courriers, répondre à des demandes simples, par exemple sur des FAQ internes, voire des demandes complexes. On verra tout à l'heure, on peut demander au ChatGPT de faire par exemple une lettre d'excuse en anglais. C'est-à-dire que vous dites: «Tiens voilà, réponds à ce client en reprenant en fait les termes qui sont par exemple le nom, le prénom, le problème qu'elle a eu et en fait en faisant une rédaction entière, de très bonne facture, sans faute d'orthographe, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, en particulier dans un centre de contact, lorsqu'on a des agents qui sont pas très à l'aise avec l'orthographe. Il y a aussi la possibilité de reprendre des textes, des modèles. Ça permet également de servir de base de travail en interne pour faire monter en compétence les personnes. Le problème, c'est que le ChatGPT actuellement n'est pas, pour moi, encore assez mature pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'imprécision, des erreurs, même si ça s'est vraiment beaucoup amélioré en quelques mois. Donc il y a souvent des caractères génériques, donc heu, même si ça arrive de plus en plus, on va pouvoir analyser des FAQ internes, mais on reste sur des demandes génériques, donc qui ne sont pas liées typiquement à l'entreprise. Le référentiel, donc on travaille dessus et c'est vrai qu'on arrive de plus en plus sur des référentiels personnalisés grâce à des fonctions,
qui sont disponibles dans le ChatGPT version Playground. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment très, très, très sensible chez Eloquent, c'est la partie RGPD. On l'a vu, il y a certains pays qui interdisent ou qui ont interdit le ChatGPT. Il y a certaines entreprises, on parle de Samsung, on parle d'autres entreprises françaises, qui interdisent en fait l'usage du ChatGPT parce que les données vont sur le web, on ne sait pas trop, elles sont exploitées et stockées sur des serveurs. Donc là, pour l'instant, voilà, nous, en tout cas, Eloquent, on se refuse à utiliser la version publique de ChatGPT pour ces raisons-là. Et le dernier point, on s'en rend pas compte lorsqu'on est utilisateur particulier du ChatGPT, mais en fait, dès qu'on l'utilise à titre professionnel, ça devient extrêmement cher, puisque l'analyse des données coûte facilement quelques centimes d'euros ou quelques euros pour des gros volumes de données. Et sans compter l'impact RSE, puisque en fait, le ChatGPT coûte à peu près rien qu'en serveur, hein, je prends le serveur, même pas le coût des personnes, etc. Mais le coût des serveurs, c'est à peu près 700 000 dollars par jour. Donc 700 000 dollars par jour, là, ça fait allez, plus de 7 millions à l'année, ouais, même plus que 8 millions à l'année, rien que pour des serveurs. Ça, pour partie comparatif, Wikipédia, c'est 2 millions pour tout le service complet, donc serveur, personne, etc., pendant un an. Voilà, donc ça vous donne une idée. Néanmoins, ça arrive bientôt et nous, Eloquent, on travaille dessus. On vous donne plutôt rendez-vous fin 2023 pour la partie privée. Mais je voulais quand même vous faire un petit peu rêver en attendant et vous montrer un petit peu où on en est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait ce qu'on peut faire avec le chat GPT en exemple ici sur la partie téléphonique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, en fait, j'ai connecté un callbot avec le chat GPT et en fait, on va pouvoir lui poser des questions. Alors, je vous ai mis aussi le numéro de téléphone. Vous pourrez vous amuser après la session à l'appeler pour lui poser vos questions. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a fait quelque chose de brut. Hein, donc, c'est le chat GPT assez simple. Donc, en fait, le chat GPT, maintenant, on peut l'appeler au téléphone, lui poser toutes les questions comme on penserait un bon génie. Donc là, ici, hop, je vais l'appeler au téléphone. Alors, je vais mettre... Connecté à ChatGPT. Voilà. Normalement, vous devez m'entendre. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Quelle est la date d'anniversaire d'Emmanuel Macron quand il est né? Eh bien, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans le nord de la France. Cette date est donc son anniversaire. Si vous avez une autre question, je vous écoute. Écris-moi un courrier d'excuses à une cliente qui s'appelle Charlotte, puisqu'un autre technicien est venu chez elle, et en fait, il a sali toute la cuisine en changeant la machine à laver. Fais-moi un titre professionnel, un écrit professionnel. C'est simple. Alors, il y a une petite latence avec le chat Madame GPT. Charlotte, je tiens à m'excuser sincèrement pour les désagréments causés par l'intervention d'un autre professionnel qui a installé toute votre cuisine et modifié votre machine à laver sans autorisation préalable. En tant que professionnel, je suis désolée que cela ait pu nuire à votre expérience et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rectifier la situation. Cordialement. Avez-vous d'autres questions? Écris-moi une lettre d'excuse pour une intervention qui s'est mal passée chez Marc, avec tout simplement une destruction du matériel informatique que l'on a fait par erreur. Et donc, on s'engage à le rembourser intégralement. C'est simple. Comme je disais, il y a un peu de délai puisque c'est ChatGPT. Cher Marc, nous sommes profondément désolés pour l'intervention qui a mal tourné chez vous. Nous reconnaissons notre erreur qui a entraîné la destruction de votre matériel informatique. Nous assumons entièrement la responsabilité de cet incident et nous nous engageons à rembourser intégralement les frais de remplacement ou de réparation de votre équipement. Une autre question. C'est à vous. Alors là, je vous ai montré quelques petits exemples. Ce qui est intéressant avec le chat GPT, c'est que vraiment, on va pas juste lui poser une question. J'ai vu au départ date d'anniversaire qui est très très basique, mais on va vraiment pouvoir lui demander de rédiger tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est pas uniquement des demandes simples qu'on peut faire, mais des demandes un peu complexes, si je le rappelle, et que je lui demande cette fois, par exemple, GPT. donne-moi un plan d'action pour améliorer l'expérience client dans un magasin de chaussures, pour en fait que les clients se disent: «Waouh, c'est super». Eh bien,
Donc là, le petit délai, c'est bien sûr lié aux performances de ChatGPT actuelles qui seront améliorées avec les versions privées. 1. Commencez par une étude approfondie des besoins des clients et des lacunes actuelles. 2. Renforcer la formation des employés pour offrir un service clientèle personnalisé. Voilà, donc c'est pour vous donner des petites perspectives de ce qui sera possible de faire, plus tard, au niveau du ChatGPT. Donc ça, c'est de les 2-3 premières innovations parlent de l'automatisation. Si on va aller un petit peu plus loin, on parlera cette fois du speech analytics. Speech analytics, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil qui va être complémentaire à la double écoute des superviseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, lorsqu'on fait de la double écoute classique avec des superviseurs, on est limité à de l'échantillonnage. Parfois, en fait, des choses qui sont un petit peu, on va dire, subjectives entre entre un superviseur, son expertise, etc., etc. Tandis qu'en fait, avec le Speech Analytics, on va être capable d'analyser un gros volume d'appels au lieu d'échantillons, voire quasiment du 100%, si on le souhaite. On peut bien sûr coacher les équipes sur des éléments très factuels, c'est-à-dire qu'on va pas juste avoir un sentiment, mais on verra bien que c'est est-ce que tu as présenté l'entreprise, tu n'as pas présenté l'entreprise, etc. Ça permet également de créer des bibliothèques d'appels pour aider les agents à monter en compétences. Et comment ça marche? En fait, c'est simple, il faut définir quels sont les éléments analysés, forme de courtoisie, musique d'attente mise ou pas, etc., etc. Définir en fait tous les audios qu'on va analyser, si possible en stéréo. Et en fait, on va dire, bah, tiens, on va analyser tous les appels, une partie des appels, etc., tel service par tel service. Ensuite, on va faire un reporting automatisé, individuel ou collectif ou au global. Et après, en fait, ça permet de faire de la réécoute et du coaching avec le superviseur, les managers, mais également pour les personnes en fait responsables de la relation client, responsables de l'expérience client, ils peuvent choisir certains appels et se dire bah tiens, je veux choisir les appels où il y a eu une mauvaise note, une bonne note, etc., etc. Alors, quand est-ce que c'est intéressant à mettre en place? Dès que vous avez au moins 50 agents au centre de contact, ça devient pertinent. Et bien sûr, que vous voulez améliorer la qualité de service. La qualité de service perçue en vérifiant bien que les agents font bien sûr les éléments minimums pour avoir une bonne relation client, que ça soit se présenter, etc., etc. Et c'est également intéressant lorsqu'on a vraiment un turnover important et que l'on a du mal en fait à recruter. Alors, comment ça se présente? Alors, je vous montre plusieurs captures écran à la suite. Alors, vous avez à la fois la vision globale. Ici, vous avez un petit graphique, hein, qui vous dit, quelles ont été la répartition, quel est le temps d'attente moyen, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis en attente, blablabla. Est-ce qu'il y a des pics de saisonnalité, dans les journées, les mois, les heures, et cetera, et cetera. Et ça, c'est la vision, bien sûr, macro, avec le temps d'appel, moyen, blabla. Ensuite, vous avez la vision micro, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir focuser sur un ou plusieurs appels, selon ce que l'on veut analyser. Et en fait, à l'intérieur de l'appel, vous voyez, il y a une petite courbe là, ici, tout en bas, qui permet en fait de visualiser s'il y a des moments importants. Par exemple, là, ici, il y a eu un moment où il y a eu un long silence. Là, ici, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, etc., etc. Donc, en fait, on va pouvoir analyser cet endroit-là de manière précise et pas réécouter tout l'appel en entier et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel est le fait par exemple, est-ce que l'agent s'est présenté, pas présenté? Est-ce qu'il y a eu un temps de parole? Est-ce qu'il y a eu autre chose qui s'est déroulé? Alors après, de manière concrète, on peut aller faire des statistiques très simples. Bon là, bien sûr, le taux de répartition, par, catégorie, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais, savoir combien il y a eu d'appels avec un recontact. On parlait tout à l'heure de first contact resolution et ben là, très simplement, on peut se dire, bah, voilà, il y a 81 des appels qui ont été, résolus directement. Mais bon, ça, c'est encore des stats assez classiques. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce que le conseiller a bien présenté, l'entreprise ou le service? Là, on voit dans les stats, c'est 92 des conseillers, qui le font. 92 des cas. Est-ce que l'accueil a été fait correctement? Est-ce que le salarié a bien présenté son prénom en disant: «Voilà, je suis Frédéric, Canevette». Est-ce que, le conseiller a bien indiqué qu'il était à votre écoute? Est-ce que je suis: «Bonjour, je suis Frédéric, je suis à votre écoute. Est-ce que vous pouvez me donner m'indiquer votre problème?» et cetera, et cetera. Donc là, on peut vraiment monitorer ces éléments-là, mais on peut aller un petit peu plus loin, et analyser d'autres informations comme par exemple ici, si on fait un focus sur la mise en attente, est-ce que, il y a combien d'appels qui ont été mis en attente? Là, il y en a 23 des appels qui ont été mis en attente. Il y en a 3 qui ont fait une mise en attente de plus de 2 minutes. Alors ça veut dire quoi? S'il y a plus de 2 minutes de temps d'attente, ça veut dire que soit le problème était compliqué, soit le superviseur était pris, soit l'agent en fait, pas forcément toutes les, compétences. Bref, il faut voir un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, qui, pourquoi. Ensuite, dans cette fameuse mise en attente, est-ce que le conseiller a prévenu le client qu'il mettait en attente?
Donc, dans 87 des cas, c'est fait, mais dans 12 c'est pas fait. Est-ce que le conseiller a mis la musique d'attente pendant la mise en attente ou pas? Est-ce que le conseiller a remercié le client pour la mise en attente à la fin ou pas? Donc tout ça, en fait, permet de voir s'il y a des mauvaises habitudes, chez certains agents et y aller vraiment de manière factuelle et pas se dire: «Bah tiens, mais tu pas mis, dans 10 des cas, tu mets pas la musique d'attente» et l'agent nous dit: «Mais si, si, je le mets quasiment tout le temps». Bah là, factuellement, on peut dire: «Bah non, regarde, je te montre tel appel, tel appel, tel appel, ça n'a pas été fait». Voilà. Donc là, on parle du speech analytics pour améliorer vraiment cette partie humaine et cette qualité de service perçue. On peut également simplifier le travail des agents. Et pour cela, en fait, on va utiliser des systèmes de transcription vocale qui vont en fait permettre d'aller récupérer les informations dans la conversation téléphonique et aller les intégrer soit dans un CRM, soit dans un ERP, soit dans des formulaires classiques. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est très simple. En fait, cet outil de récupération des conversations et des informations de la conversation va te permettre en fait de soulager les équipes de tout ce qui est travail de saisie. Ils vont se concentrer sur la conversation parce que les données, tac, vont être remplies. Parce qu'on sait très bien que dans un centre de contact, les commentaires qui sont faits par les agents, c'est très succinct, souvent des abréviations, et puis remplir tous les champs, c'est toujours compliqué. Donc le but, en fait, c'est d'aller enrichir de manière automatique le CRM, Salesforce, etc., et de réduire la DMT. Alors, comment ça marche? En fait, la personne, en fait, elle parle au téléphone avec le client. On va récupérer en transcription automatique la voix de la personne dans la solution de centre de contact, dans le CRM, voire dans un smartphone, puisqu'on peut faire un système de dictée vocale, c'est-à-dire qu'on va prendre son téléphone, la personne va faire son compte rendu de visite. Bah, tiens, j'ai fait visiter un appartement aujourd'hui à une personne, c'était un 4 pièces, il est au exposé sud, il fait tant de mètres carrés, et tous ces éléments-là peuvent être enregistrés après pour enrichir le CRM. On récupère les éléments clés, date, nom, motif, demande, sujet, etc., etc. Et donc, on va remplir le CRM. Alors là, en fait, encore une fois, c'est des outils qui sont faits quand même pour les entreprises et les centres de contact qui sont assez importants. On est au minimum une cinquantaine d'agents et souvent, c'est lorsqu'on veut enrichir le centre de contact ou tout simplement lorsqu'on a des commerciaux qui ne remplissent pas toutes les fiches. Alors, je vous ai mis ici un petit cas pratique que vous pouvez regarder tranquillement, a posteriori. C'est le cas, en fait, de la société Randstad, qui est dans l'intérim et en fait, qui utilise ce système de transcription, de la voix pour aller récupérer dans la conversation téléphonique, les informations. Par exemple, Eric, il est chaudronnier, il a travaillé dans telle entreprise de telle date à telle date, il cherche un CDD, un CDI, il est disponible à partir de tel moment et en fait, on va pouvoir enrichir ça automatiquement, ce qui permet, en fait, aux conseillers et là, aux recruteurs, de pas en fait perdre son temps sur de la saisie et il se concentre véritablement sur la conversation téléphonique et sur le client. Donc ça, c'est un vrai gain de temps à la fois donc pour là ici le service client, mais ça peut être également fait pour les commerciaux. Une autre innovation assez intéressante, c'est tout ce qui est SVI visuel. SVI visuel, tout simplement, ça permet de digitaliser les appels téléphoniques, c'est-à-dire de renvoyer sur un canal web, entre guillemets, des gens qui appellent au téléphone. Alors le principe en fait c'est simple, il y a des pics d'appels où il y a des demandes qui sont vraiment beaucoup plus simples à traiter, par web en fait, par écrit, que par un callbot ou tout simplement, en fait, il y a des demandes où on juge que le client peut se débrouiller tout seul et qu'il y a pas de peu ou pas de valeur ajoutée, lors de pics d'appels ou lors de moments particuliers de lui faire, de le faire utiliser, son téléphone. Donc le but c'est de promouvoir le self-care et répondre aux enjeux d'optimisation des coûts, traiter via l'écrit des demandes plus adaptées et répondre aux besoins d'autonomie du client. Donc comment ça se passe? C'est que tout simplement on a son SVI classique où le client appelle au téléphone et on peut choisir de le mettre en fait sur certaines branches ou certains motifs d'appel. C'est-à-dire que le callbot ou le SVI peut dire tiens, je veux ma carte de mutuelle. Ok, très bien. Si vous voulez votre carte de mutuelle, soit en fait le SVI dit est-ce que vous voulez recevoir un SMS pour traiter cette demande par vous-même ou alors il peut même l'imposer. C'est-à-dire qu'on a un client, et je vous montrerai le cas après, qui impose pendant les pics d'appel au client une première étape avec la récupération des informations via l'extranet ou via un accès via un formulaire. Donc en fait, on peut choisir comme ça les motifs, on peut choisir ce que l'on veut automatiser. Donc le client après reçoit un SMS pour se connecter à une page web, avec un extranet client ou une page web qui est vraiment dédiée. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui laisse toujours le choix de se dire finalement, j'ai pas eu satisfaction, je retourne dans le SVI, mais cette fois il passe devant tout le monde et il arrive au bon service, il arrive au conseiller sans attendre. C'est-à-dire qu'on va pas le refaire retaper 1, taper 2, taper 3, on va pas le refaire attendre en boucle d'attente. Non, on va vraiment le faire passer devant
devant tout le monde. Donc, c'est vraiment intéressant dès qu'on gère des pics d'appel, dès qu'on a un extranet qui est performant et peut être utilisé, et quand on sait qu'il y a des demandes qui peuvent être traitées en self-care. Alors, je mets ici un cas d'usage qui a été réalisé par AG2R La Mondiale, qui a tout simplement essayé de digitaliser une partie du parcours d'appel via des SMS. En fait, leur but, en fait, c'est d'absorber des pics d'appel pour le cas des cartes de tiers payants et de proposer en fait une alternative simple au téléphone parce qu'en fait, il y a tout dans l'extranet. Il y a certains appels qui sont complexes aussi à l'oral et ils veulent faire du self-care. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Selon la période de l'année, c'est-à-dire que lorsqu'on est en pic d'appel, le SVI visuel est proposé par défaut. En dehors des pics d'appel, le SVI visuel est une option. Et en fait, le client, en fait, il va tout simplement recevoir ici son petit lien, ce petit menu, vous voyez ici, personnalisé aux couleurs de l'entreprise. Et donc là, en fait, il va pouvoir choisir ces différentes fonctions qu'on aura programmées par avance. Donc, ce n'est pas un site web qu'on va optimiser, c'est véritablement un menu qui est créé sur mesure pour répondre à cette demande. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que certes, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais ce n'est pas non plus la panacée universelle. Par exemple, dans le cas d'AG2R La Mondiale, les statistiques, c'est quand même que 45% des clients rappellent un service client malgré avoir eu le SMS avec le LGI visuel. Donc, ça permet si on regarde la bouteille d'eau à moitié vide ou à moitié pleine, ça permet de digitaliser quand même 55% des appels, ce qui n'est pas négligeable. Un autre exemple avec Primagaz, qui est un client éloquent pour le centre de contact, et en fait, tout simplement, eux, ils ont beaucoup de pics d'appels pour des prises de commandes, en particulier lorsqu'il commence à faire froid. Et tout simplement, tout le monde appelle parce qu'ils ont froid, ils veulent mettre le chauffage. Et donc, en fait, là, le client, en fait, il appelle directement Primagaz. Le SVI lui propose d'effectuer sa démarche en toute autonomie. Donc, là, je vous ai mis ici l'étape 2. Le message dit, est-ce que vous voulez recevoir un SMS pour traiter votre demande, blablabla. Le client reçoit un SMS, il clique sur le lien et là, il arrive sur ce fameux menu personnalisé qui lui permet en fait de traiter en self-care une partie de ses demandes, en particulier la prise de commande. Donc là, en fait, le but, c'est de digitaliser une partie des appels. Un autre point aussi au téléphone qui est assez sensible, c'est le paiement. Le paiement par téléphone, parce qu'en fait, on se rend bien compte que les gens, ils ont besoin de commander tout de suite. Il y a l'immédiateté et le but, en fait, c'est d'aller quand même sécuriser et simplifier le process de paiement par les agents. Alors, c'est vraiment deux principes. Sécuriser, et simplifier, fluidifier 2. L'intérêt, en fait, c'est d'accepter les commandes par téléphone sans avoir besoin d'une connexion Internet. C'est-à-dire que l'agent, il ne va pas prendre la carte de crédit du client. Ça, c'est important. C'est le client qui va la saisir lui-même. On va sécuriser l'environnement de travail des agents parce qu'en fait, c'est plus eux qui gèrent tout ça. En fait, ils vont avoir un écran que vous verrez juste après où on voit que est-ce que le client a saisi bon numéro de carte de crédit? Est-ce qu'il s'est trompé dans son code? Est-ce qu'il a le paiement a été envoyé à la banque? Est-ce que le paiement a été accepté par la banque? Etc. etc. Donc, c'est vraiment assez sympa parce que ça permet de faire du call on collect. Ça permet d'intégrer sans aucune friction les normes de paiement les plus évoluées, le PCI DSS par exemple, et de redonner un peu plus de pouvoir aux agents parce que n'importe quel agent, comme ça, peut dire, attendez, si vous voulez, on commande ensemble en ligne. Il n'y a pas besoin de dire, allez sur notre site internet, etc., etc. Il peut en fait directement proposer au client d'acheter le produit, d'acheter l'option. Donc, tout simplement, on va ouvrir un nouveau canal de vente ou de sécurisation quand on veut sécuriser un petit peu le canal et pas faire en sorte que les gens notent sur un post-it des numéros de carte de crédit. Donc, en fait, on positionne le paiement comme juste une option qui est à la main des agents. Ils peuvent l'installer et le proposer comme ils veulent. Et en fait, c'est vraiment sans rupture. La personne reste au téléphone avec l'agent et en fait, elle tape sur son clavier et l'agent, il voit en fait les étapes du paiement. Et c'est vraiment la possibilité d'avoir un même modèle de paiement entre le web et le téléphone. Donc le client, quand il n'est pas connecté à internet, il paye par téléphone. Donc je suis à l'étranger, je peux payer sur internet. J'ai une mauvaise connexion internet, je peux payer par téléphone, etc. On accompagne le client de bout en bout jusqu'à la fin de la transaction. On voit où ça se passe ou pas. On peut voir en temps réel où c'est planté, si c'est planté. Et bien sûr, si on fait de la relance téléphonique de paiement, on peut se faire payer immédiatement la personne. On n'a pas à dire, tiens, vous engagez à payer. Non, on va le faire ensemble et on paye 10 €, 20 €, 50 €. Comment ça se passe? C'est très simple. Le client appelle son service client de manière très classique. Il est mis en relation avec un agent. Le client, en fait, dit qu'il veut payer pour une option, pour une dette, n'importe quoi. Le client, il rentre les coordonnées bancaires sur son téléphone, tac, 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 fixe ou mobile, sans rupture de canal. En fait, le numéro, tout simplement, est invisible pour l'agent. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'a l'agent sur son écran, c'est le suivi de la transaction. Il voit si le code a été saisi, si le paiement a été fait, si ceci, si cela.
pas. Donc, il voit immédiatement, tac, 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 avec la checklist, si toutes les étapes sont faites, il peut le guider, puis dire, tiens, il manque un numéro, il y a un numéro de carte qui est invalide, le paiement a été refusé par votre banque, etc., etc. Et une fois que la transaction est validée, les paiements sont envoyés directement à la banque et en fait, l'agent peut continuer en fait et dire, ok, c'est bon, je valide votre commande, c'est parfait, etc., etc. Alors ici, je vous ai mis en fait un cas client. C'est un client d'une célèbre marque de café en dosette qui est devenu iconique et qui passe également par un centre de contact externalisé avec WebHelp. Donc en fait, leur problème, tout simplement, c'est qu'ils voulaient mettre en sécurité les paiements, sécuriser les paiements tout au long du parcours client. Et puis, ils ont eu beaucoup de demandes de paiement par téléphone, en particulier liées au Covid. Et leur besoin, en fait, c'est simple, hein, c'était d'équiper 300 agents avec une volumétrie d'à peu près de 20 000 transactions mensuelles. Et ils voulaient en fait proposer vraiment une expérience aussi simple que sur un site e-commerce. Résultat, après 3 mois, en fait, tout simplement, ils ont fait à peu près 25 000 transactions, 280 agents qui sont actifs et un taux de transformation qui a augmenté de 94%, tout simplement parce qu'on peut vendre directement derrière le paiement. Donc vraiment, une solution super simple. Je vous ai mis des petites vidéos si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette partie solution de paiement. Alors, la visio-assistance aussi, c'est quelque chose qui va réhumaniser la relation client, remettre de l'humain au cœur d'une relation client, parfois, on a vu, trop automatisée. Le but, on va avoir quelqu'un qui est en face, des gens qui vont discuter, qui vont montrer leurs problèmes. Le but, c'est de donner des yeux aux agents. Parce que je pense que vous avez déjà eu le cas chez vous, quand vous avez une machine à laver, un lave-linge, un outil, un matériel qui marche pas, c'est compliqué de montrer au client, dire ce qui se passe, parce qu'on a un vocabulaire, on n'a pas les mêmes mots. En fait, tout simplement, en montrant ce qui se passe, en fait, on va expliquer ce qui se passe. Pour l'agent, c'est vraiment agréable et pour le client, c'est également plus simple. Le but, c'est d'éviter des déplacements, améliorer la résolution au premier appel et pour le client, c'est montrer plutôt qu'expliquer. Alors, tout simplement, pour Eloquent, c'est simple, hein, on va intégrer ce nouveau canal visio au centre de contact. On forme les agents, on va essayer de créer un effet waouh, puisque la visio qui est faite en temps réel permet véritablement de créer un effet waouh. Et en fait, on va le mettre en place en quelques jours au centre de contact. Alors, quand c'est intéressant, dès que vous avez des techniciens terrain qui font des interventions, alors là, c'est indispensable. Ça devient rentable dès qu'on évite 5 déplacements par jour. Ou même, allez, on va même dire 2 à 3 déplacements par jour. Ça devient intéressant. Et donc, on a vraiment des entreprises qui ont peu de techniciens et qui arrivent quand même à rentabiliser hyper rapidement la visio-assistance. Alors, comment ça marche? En fait, c'est simple. Le client, il appelle son centre de contact. Il dit, voilà, j'ai ma machine à café à 2Z dont on a parlé tout à l'heure qui marche pas. Je les ai commandées, mais malheureusement, la machine, elle marche plus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'agent dit, attendez, je vais vous envoyer un SMS et on va essayer de dépanner ça en visio. Il envoie un SMS. Le client clique sur le SMS, il est toujours en conversation téléphonique avec l'agent. L'agent, il est toujours sur son ordinateur. Le client, cette fois, avec son téléphone, il va pouvoir montrer avec la caméra avant ce qui se passe. Il prend la photo, il peut même prendre des photos d'ailleurs. Il fait une vidéo et puis il montre, regardez, là, ça fait un bruit, là, ça marche plus, etc., etc. L'agent, il voit en fait à l'écran ce qui se passe et il peut lui expliquer. Alors, bien entendu, l'agent peut ou pas afficher sa caméra, parce qu'en fait, on a aussi des demandes comme ça. Les agents sont parfois un petit peu timides sur ce sujet de se montrer à l'écran. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a un cas client ici, Kiloutou. D'ailleurs, vous avez une vidéo très intéressante qu'on a fait avec la marque sur l'intérêt de la visio. En fait, ils ont réussi à réduire les déplacements des techniciens, traiter les demandes plus simples, réduire l'empreinte carbone. Donc, ils ont uniquement 24 techniciens équipés. Donc, c'est pas beaucoup, hein, 24 techniciens. Et pourtant, en fait, la visio-assistance a été rentable immédiatement, puisqu'en fait, la visio immédiate avec leurs clients professionnels, la visio aussi de niveau 2 avec leurs techniciens qui ne sont pas assez montés en compétence sur certaines machines. Ils font aussi de l'aide à distance pour leurs propres techniciens. Résultat, ils font à peu près 20% des interventions en vidéo, 15% des demandes résolues au premier appel et ils ont économisé plus de 2300 heures la première année. Et ça, c'est vraiment que le début. Et désormais, en fait, c'est devenu indispensable et incontournable pour la plupart des techniciens. Et ils nous disaient, on imagine mal revenir en arrière, tellement c'est simple. Et maintenant, les clients même leur disent, on se fait une petite visio, tellement en fait, ça est devenu simple à utiliser.
Alors, on a encore, je crois 2 innovations à finir. On a pris un petit peu de retard. N'hésitez pas, je si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vois qu'il y en a une ou 2 qui arrivent, je vais répondre juste après. Donc en fait, l'avant dernière innovation que je souhaitais vous présenter là, c'est le module Bravo qu'on a intégré dans les solutions, de feedback management d'Eloquent. Alors le module Bravo est fait en fait pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Alors pourquoi on va favoriser l'engagement des collaborateurs? Bah, tout simplement parce qu'on va essayer, de mettre en place un cercle vertueux qui va permettre aux personnes de, s'améliorer et de rechercher en fait l'excellence. En fait, on a plusieurs modules dans notre logiciel et notre solution, d'enquête de satisfaction. On a bien sûr ce fameux module Bravo qui permet de féliciter les agents, lorsqu'ils font, quelque chose d'exceptionnel pour un client. On a le module Attention qui permet de gérer et d'identifier les, insatisfactions déclarées. Par exemple, la personne à qui on envoie une enquête de satisfaction et qui dit, «J'irai me plaindre à Julien Courbet» ou, «C'est vraiment, lamentable, je vais vous quitter bientôt» et ben, en fait, tout simplement, il y a une alerte et on pourra le traiter immédiatement. Et on va aller bien sûr à la publication des avis puisque les avis positifs, ben, nécessitent après d'être valorisés au travers des avis. On a parfois des clients comme ça qui ont de très bons, avis en cas de satisfaction, genre une note, de 8 sur 10 et sur les avis sur internet, ils ont des cartons avec, des 3, 4, 5. Donc le but, c'est d'aller rééquilibrer cette image. Mais bon, là, le but en fait, c'est de faire un focus sur ce fameux module Bravo, qui permet en fait, une fois qu'on a fait une interaction, un appel, une visite en magasin, et cetera. On va évaluer la satisfaction du client, par email, par SMS, par téléphone, par requête post-appel, par pop-in web, peu importe le canal et en fait, ben, si on a un avis positif, on va le transformer en valeur, donc comme je le disais, soit en avis, soit tout simplement, en moyen d'aller féliciter les clients. Alors le module Bravo, comment ça marche? C'est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre système d'enquête de satisfaction actuel et en fait, on va proposer une nouvelle option au client. Lorsqu'il a comment dire? Un avis très positif sur un collaborateur, quelque chose qui s'est bien passé, et ben, en fait, on va pouvoir envoyer en temps réel l'avis aux agents et tout simplement après on va pouvoir piloter ça. Le but en fait c'est de motiver les agents et leur dire: «Ben voilà, c'est super ce que tu fais». En fait, parce qu'il y a 2 manières de motiver, soit c'est la carotte, soit c'est le bâton. Le bâton c'est: «Bah, tu as mal fait ton boulot, les clients est pas content» et la carotte c'est dire: «Bravo, tu as vraiment fait les choses super» et souvent on se rend compte que, bah, c'est souvent la carotte et félicitations qui permettent en fait de motiver les gens, leur dire: «Ouais, tu fais bien ton boulot, regarde, c'est génial». En fait, c'est simple, le client en fait, lorsque, il a, fait son enquête de satisfaction, et ben, on va lui proposer de complimenter, de féliciter, l'équipe ou le conseiller qui a fait la demande. En fait, c'est simple, il a une simple case à cocher. On a même la possibilité de reprendre le commentaire et tac, en fait, directement, j'envoie le commentaire à l'agent. L'agent après de son côté, ben, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il va recevoir un email ou l'équipe va recevoir un email, va dire: «Bravo, voici les félicitations d'un client, c'est madame Durand que tu as appelé à 14h15 et qui a fait tel truc, tel truc». Donc là, c'est vraiment assez intéressant et c'est vraiment assez puissant puisqu'en fait, grâce à ça, et ben, en fait, les agents voient en fait le résultat de leur travail. Ils se disent: «Ouais, je suis pas, dans le vide, je fais vraiment mon travail». Les gens, ils sont contents, même si, au centre de contact, on sait que c'est quand les gens, ils appellent généralement, c'est qu'ils ont un problème, c'est pas pour le plaisir, mais c'est qu'à la fin, je rends vraiment service. Et après, bien entendu, bah, ça sert à piloter, fédérer, les équipes avec un suivi, des compliments, voir les résultats détaillés par équipe, par conseiller et bien sûr les mettre à l'honneur. Donc là, vraiment essayer de travailler sur l'engagement des collaborateurs. Alors le dernier point, dernière innovation que je voulais évoquer avec vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai, dans 3 minutes. Donc la dernière innovation que je voulais vous présenter, c'est le WebRTC, c'est-à-dire, la téléphonie par internet, partout et pour tous. Donc ça c'est pas une énorme innovation, mais c'est quelque chose qui est assez pratique et surtout qui s'est beaucoup, diffusé, avec, ben, l'épidémie du Covid. Ben, tout simplement, c'est l'utilisation des solutions de centre de contact comme Eloquent au travers d'un simple navigateur internet. En fait, il y a plus de logiciel installé sur le PC des agents, il y a plus de numéro de téléphone spécifique pour les agents, il y a plus de communication téléphonique côté agent à payer, mais bien sûr, il y a toujours un abonnement, hein, même si on appelle par internet, il y a toujours la solution à financer. Donc en fait, comment ça se passe? Et ben, tout simplement, on choisit avec la solution de centre de contact, ben, si on veut se connecter en téléphone classique, si on veut se connecter en téléphone, par internet et ben, en fait, on aura le choix. Je suis à la maison, bah, je prends le téléphone, par internet. Je suis au bureau et ben, en fait, je prends mon numéro de téléphone classique.
Ou alors, je veux uniquement de la téléphonie classique, je prends la téléphonie classique, ou je veux uniquement dans mon entreprise de la téléphonie par Internet, je prends de la téléphonie par Internet. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de téléphonie par Internet, il est essentiel, crucial, d'avoir une bonne connexion Internet. Nous, on recommande 100 mégabits, parce qu'autrement, en fait, forcément, si la connexion et la bande passante n'est pas bonne, la qualité de téléphonique ne va pas être bonne. Je pense que vous l'avez déjà vécu avec certaines entreprises qui n'ont pas un réseau suffisant et qui passent uniquement par Internet. Là, forcément, le son est brouillé, haché, etc. C'est pour ça que nous, Eloquent, on propose toujours les deux pour proposer en fait au client la meilleure solution et la plus adaptée à son entreprise. Donc, comment on veut faire? On veut simplifier les déploiements avec le WebRTC, on veut simplifier la maintenance des postes parce qu'il n'y a pas de mise à jour, de patch, de machin et tout ça. Et bien sûr, on va faciliter le télétravail. Je pense que c'est pour moi l'élément le plus important pour le WebRTC. Et bien sûr, avant cela, il faut bien sûr valider avec les agents et les conseillers que leur qualité de connexion Internet à la maison et au travail est similaire. C'est vraiment essentiel. Alors, comment ça marche? En fait, c'est simple, hein, le client, en fait, il appelle de manière classique. Il arrive sur le numéro 0800 de l'entreprise. Là, en fait, il y a la solution de contact Eloquent qui prend l'appel et à ce moment-là, c'est dispatché vers les agents. Si c'est des gens au téléphone classique, c'est le téléphone classique. Si c'est des agents qui sont en téléphonie web, en fait, c'est en téléphonie web et voilà. Pour l'agent, c'est très simple, c'est le petit écran qui est juste en dessous. Que lorsqu'il se connecte, soit il se connecte en fait en téléphone classique, soit il se connecte en téléphone via Internet. Et à ce moment-là, il a son bandeau classique où il va pouvoir en fait décrocher ses appels, mettre en attente, transférer, etc., etc. Voilà, donc il n'y a aucune différence par rapport à la téléphonie classique. Ah oui, j'avais oublié, j'avais encore une petite innovation à vous montrer, c'est l'accessibilité multilingue. Alors l'accessibilité multilingue, ça a été réclamé par certains de nos clients, à la fois pour faire même de l'accueil physique et de l'accueil en fait au téléphone. Ce qui se passe, c'est que on se rend compte que il y a de plus en plus en fait de personnes qui demandent à parler parce ils parlent anglais, ils parlent allemand, ils parlent espagnol, ils parlent arabe, etc., etc. Et on n'a pas forcément les effectifs à disposition dans l'entreprise. Et c'est vrai que tout le monde ne parle pas anglais. Et avec des solutions d'accueil multilingue, en fait, on a la possibilité d'accueillir dans plus de 100 langues. Sans avoir les agents en permanence, sans avoir des interlocuteurs qui parlent anglais, et d'avoir des gens qui parlent parfaitement anglais. Donc fini le stress des agents, il y a quelqu'un qui m'appelle en anglais, je comprends rien. Ah tiens, il faut qu'on voit avec telle personne, avec Chantal qui parle super bien anglais. On dit ah Chantal, faut que tu m'aides pour l'anglais, etc., etc. Mais là, on n'a plus ce problème-là. Vous voulez parler en anglais? Attendez, bougez pas. Je vais vous mettre en relation avec une personne. Bien sûr, on dira des phrases types, hein. Et ensuite, il y a un agent un agent externe qui va se connecter en conférence à 3 avec l'agent et le client, donc conférence à 3 et donc tout simplement le traducteur qui traduit immédiatement et ça permet d'externaliser à des agents spécialisés qui parlent extrêmement bien les différentes langues en temps réel et si nécessaire, donc bien sûr en vidéo. Donc quand c'est intéressant, quand vous avez une clientèle internationale, que vous n'avez pas de ressources en interne. Alors vous allez me dire, euh, moi, je travaille pas à l'international, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, j'ai très peu de clients en anglais. C'est pas très grave puisqu'en fait, on peut l'utiliser dans plein de contextes. Donc, je vous disais, ça peut être très bien des personnes qui sont en face à face au guichet, mais ça peut être des personnes au téléphone. Donc, ça peut être les deux. Et en fait, ici, on a un cas d'usage qui est assez intéressant. C'est le conseil départemental de Seine-et-Marne, donc 77, qui a fait en 2022 1000 heures de traduction. Alors, 1000 heures, c'est pas énorme finalement, hein. 1000 heures de traduction, vous voyez, même avec des petits volumes, en fait, on a la capacité d'offrir ce type de service-là qui est vraiment très utile pour toutes les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les langues utilisées, bon, bien sûr, il y a les langues un peu classiques, l'anglais et tout ça, mais en fait, chez eux, il y a le tamoul, le portugais, le somali, le turc, l'arabe et le bengali qui ont été utilisés, ce qui montre en fait que on est capable de répondre à toutes les demandes, donc sans langue, c'est quand même une facilité pour des gens qui ont parfois des difficultés à parler la langue française, d'avoir comme ça un interlocuteur qui va comprendre et ils vont être comme satisfaits. Il y aura moins de stress, il y aura moins d'énervement, à la fois côté client, mais également côté agent. Voilà. Et eux, ils utilisent en fait à peu près 53 langues différentes tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment des innovations qui sont faciles à mettre en place, qui coûtent pas très cher, et puisqu'en fait, on va vraiment payer à cette partie consommation, et qui permettent en fait d'offrir une qualité de service et vraiment de sécurité pour les agents, enfin de sécurité, de confort de travail pour les agents. Voilà.
Alors, cette fois, j'ai vraiment fini ces 10 innovations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat, ici, un petit sondage, hop, que vous allez pouvoir, consulter. Donc, sur la droite, je vous ai mis en fait un petit sondage où, bah, j'aimerais savoir en fait quelles sont les innovations qui vous intéressent le plus. Donc vous avez 4-5 minutes pour voter le temps que je fasse la conclusion et que je réponde aux questions-réponses. Donc conclusion, qu'est-ce qu'il fallait, retenir de ce webinaire? Vous avez vu, les innovations sont quand même assez nombreuses, et j'en ai listé uniquement 10, hein, j'aurais pu en lister 15 ou 20. Le but en fait, c'est de choisir, où identifier vos priorités selon, les enjeux et vos besoins. On ne fait pas d'innovation pour l'innovation, mais on fait de l'innovation pour améliorer l'expérience client, améliorer l'expérience collaborateur. Le but, en fait, c'est de sélectionner les innovations qui vont apporter un maximum d'impact dans votre entreprise. Et là, bien sûr, nous, Eloquent, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, votre plan d'action est quand même relativement simple. Première chose, c'est faites un bilan de votre relation client actuelle, identifiez un petit peu les points faibles. Est-ce qu'il y a des améliorations, des points noirs à la fois au niveau des agents? Est-ce qu'ils vous disent: «Ah, on a des problèmes là-dessus?» En fait, c'est simple, hein, on fait une enquête de satisfaction auprès des agents, on leur demande: «Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à mieux faire votre travail?» Voilà, et là, on récupère des points, et on fait bien sûr de l'écoute téléphonique, de manière classique que vous connaissez. La deuxième chose, c'est, bien sûr d'identifier dans le parcours client où ça se passe mal avec des enquêtes de satisfaction. Donc vous parlez bien sûr aux opérationnels pour voir un petit peu ce qui se passe, les cas d'usage, et ensuite, ben, nous, on est là à votre disposition pour vous aider à intégrer ces différentes innovations dans le centre de contact. Une fois que vous avez fait ce travail-là, le but, en fait, c'est de lancer un pilote. Souvent, en fait, des pilotes peuvent être vraiment de manière simple, onéreuse et rapide sur une partie d'équipe. Faites un bilan ensuite, un bilan de, ben, comment ça s'est passé, est-ce que les clients sont contents, les agents ont des remarques, et cetera, et cetera. Et après, bah, tout simplement, bah, déployer de manière industrielle les solutions, les innovations, et après, vous pouvez passer à un autre chantier. Voilà, donc c'est une méthode vraiment simple, pour faire évoluer et avancer sur les innovations. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais regarder le petit sondage pour voir ce que vous nous avez dit et vérifier, bah, n'hésitez pas, je vais cliquer dans 2 secondes sur le bouton pour nous dire quelles sont les innovations qui vous ont le plus intéressé actuellement. Alors, donc, le Callbot 13%, le ChatGPT 13%, le Speech Analytics 18%, la reconnaissance vocale 8%, le SVI visuel 8%, le paiement par téléphone 8%, la visio assistance 10%, l'accessibilité multilingue 2%, l'engagement des collaborateurs 16%, le WebRTC 2%. Donc, si vous voulez encore voter, je vous laisse peut-être voir une dernière fois. Je crois qu'on est une centaine en ligne. Ouais, on est une centaine en ligne. Donc, si vous voulez voter, là, je crois qu'on a, vous avez le droit à trois réponses, hein. Si vous voulez voter une dernière fois, voilà. Allez, je ferme le sondage tout de suite. Donc, merci à tout le monde pour avoir voté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon appétit et à bientôt. Au revoir.